Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Richard Ferrand a été mis en examen cette nuit pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Est-ce qu'il peut rester président de l'Assemblée nationale ? Moi j'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, que les faits qui sont reprochés à Richard Ferrand, s'ils sont avérés, il faut être prudent, sont donc graves. Pour autant, par principe, je pense que la mise en examen, qui est une étape judiciaire, décidée par un magistrat, seul, unilatéralement dans son bureau, ne peut pas en soi suffire à demander la démission d'une fonction ou d'un mandat politique. Il y a la présomption d'innocence évidemment, mais est-ce qu'il est politiquement en mesure de représenter l'ensemble des députés ? Je crois que c'est une décision qu'il prend en conscience, mais on ne peut pas le forcer sur la simple mise en examen à démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand est un adversaire politique, moi je le combats tous les jours, nous le combattons tous les jours, mais sur ce genre d'affaires, il faut être cohérent et appliquer toujours les mêmes règles, quelle que soit la personne. Et il est évident que si une mise en examen implique automatiquement une démission, eh bien ça aboutit à donner au magistrat un poidd absolument considérable et à lui permettre finalement d'interférer dans le débat politique de manière directe. On a vu ces dernières années qu'en de nombreuses occasions, il y a eu une sorte d'instrumentalisation de l'institution judiciaire pour interférer dans le débat politique. Ça me semble très dangereux. Donc voilà, les faits sont graves, il doit répondre, il doit s'expliquer et il sera amené à le faire, évidemment, dans le cadre du processus judiciaire. Mais voilà, la décision d'un juge à Lille cette nuit ne peut pas en soi impliquer ou le forcer en tout cas à démissionner. Mais une démission pour cause de mise en examen, c'est devenu sinon une règle, en tout cas une pratique pour les ministres. Est-ce que la pratique doit être différente pour le président de l'Assemblée nationale ? Le cas est politiquement différent ? Moi, je crois que d'une manière générale, le fait qu'il y ait automatiquement démission parce qu'il y a mise en examen, ça me semble dangereux, ça me semble être une dérive qui est attentatoire au principe de séparation des pouvoirs. Il y a un grand principe de séparation des pouvoirs qui fait que l'institution judiciaire ne doit pas interférer dans le champ du travail exécutif ou législatif. Maintenant, si un ministre, parce qu'il est mis en examen, considère qu'il n'est plus en situation d'exercer sa fonction ministérielle de manière sereine et efficace, eh bien à ce moment-là, il en tire les conséquences. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'automaticité dans ce domaine parce que c'est donner trop de poids et trop de pouvoir à des magistrats dont on sait que certains d'entre eux n'hésitent pas à interférer directement et volontairement dans l'action politique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné pour vous montrer offensif sur cette question par l'affaire des emplois supposés fictifs des assistants parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen ? Il y a plusieurs mises en examen, dont la vôtre oui, au Rassemblement national. Mais ce n'est pas la question, c'est une position de principe que nous avons toujours eue. On ne change pas au gré des circonstances. Ce que je dis ce matin, s'agissant du cas de Richard Ferrand, c'est ce que j'ai pu dire en d'autres occasions sur d'autres personnes. Et vous ne nous avez pas entendu hurler avec les loups pour obtenir la tête de tel ou tel sur le seul élément d'une mise en examen prononcée par un magistrat. Voilà, ce serait une dérive vraiment inquiétante. On voit aujourd'hui Est-ce que la justice est politique dans ce pays, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, alors pour défendre sa propre cause, évidemment ? Moi, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a eu de tout temps une volonté parfois de certains dans l'institution judiciaire d'essayer d'interférer dans les processus politiques et électoraux. Et on en a eu des exemples pendant la dernière élection présidentielle, ou dans le cas de François Fillon. Lui n'ose plus, je ne le défends pas sur le fond, ce n'est pas la question, mais d'un seul coup, on a la justice qui est toujours très lente en toutes circonstances, qui se met à accélérer de manière incroyable, perquisition, mise en examen, etc., tout ça en quelques jours. Voilà, on voit bien qu'il y a derrière une volonté politique d'empêcher le processus démocratique de s'exercer normalement. Voilà. Et ça, c'est une dérive inquiétante. On sait qu'il y a beaucoup de magistrats qui sont politisés. On sait qu'il y en a 25% d'entre eux qui votent pour une organisation d'extrême gauche, qui est le syndicat de la magistrature, lors des élections professionnelles. Tout ça a une incidence. Mais d'ailleurs, ça peut concerner potentiellement toutes les formations politiques. Et d'ailleurs, moi, je suis assez choqué, je dois dire, de voir Jean-Luc Mélenchon, sous prétexte qu'il a réagi un peu vivement, mais de manière argumentée, à des perquisitions qui ont eu lieu dans les locaux de son parti. Vous le soutenez sur ce cas-là ? Qu'il soit poursuivi pénalement pour entrave me semble absolument délirant. Voilà. Je ne dis pas que les perquisitions ne doivent pas avoir lieu, je ne dis pas que le processus judiciaire ne doit pas avoir lieu, mais enfin, empêcher le président, poursuivre en justice
le président d'un groupe parlementaire, simplement parce qu'il a protesté contre la méthode politique ou politico-judiciaire qui est utilisée contre lui, ça me semble être une dérive inquiétante qui est un peu digne des régimes totalitaires. Alors au Front National puis au Rassemblement National, les histoires familiales et l'histoire politique ont toujours été étroitement mêlées. Louis Alliot confirme à l'opinion ce matin qu'il est séparé désormais de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça change au RN ? Bon, ça ne change rien au RN et c'est un événement qui relève strictement de la vie privée à l'un et à l'autre. Donc j'ai absolument aucun commentaire à faire sur ce point. Mais malgré tout, Louis Alliot, c'est une figure importante du Rassemblement National. Il a beaucoup contribué à ce qu'on a appelé à l'époque la dédiabolisation du FN. Il a été vice-président du mouvement quand Marine Le Pen en a pris la présidence. Aujourd'hui, il n'assiste plus aux réunions nationales, il ne sera pas à la rentrée à Fréjus. Il est concentré sur sa ville de Perpignan. Tout ça, ça n'a aucune conséquence. Non, mais c'est parfaitement normal que, concourant pour les élections municipales à Perpignan, il se focalise sur cette échéance et qu'il soit éventuellement moins impliqué dans la vie centrale du parti. Je crois que Louis Alliot peut gagner la ville de Perpignan. Ce serait une grande ville qui serait gagnée par le Rassemblement national si c'est le cas. Donc voilà, je pense qu'il correspond à l'attente de beaucoup d'électeurs perpignanais. Je crois qu'il a un vrai projet, une vraie légitimité locale. Et on l'a vu aux élections législatives où il a été élu à la majorité absolue dans cette circonscription. Donc c'est parfaitement normal qu'il se focalise sur cette échéance. Et tout le monde comprend bien que voilà, on ne peut pas tout faire. Et par conséquent, c'est assez logique qu'il soit un peu moins impliqué dans la vie quotidienne du Rassemblement national. Alors dans la famille Le Pen, Marion Maréchal organise à la fin du mois une grande convention de la droite. Est-ce que vous irez ? C'est une initiative qui est en elle-même très intéressante. C'est une initiative de réflexion politique, de philosophie politique. Ça correspond d'ailleurs à la démarche qui est celle de Marion Maréchal, qui a quitté la vie électorale et partisane. Elle a créé une école, elle s'implique dans le débat des idées. Je ne sais pas si les responsables politiques directement impliqués dans le combat électoral, comme c'est mon cas, sont invités. Moi, je n'ai pas été invité formellement, même si on m'a fait savoir que j'y serais bien le bienvenu. Donc, d'autres leçons, il y aura même des représentants de la République en marche. En tout cas, ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que c'est une initiative qui me semble très utile, qui est très complémentaire aussi du combat que nous menons, nous, dans le cadre du Rassemblement national sur le terrain électoral. Et puis, ça correspond d'une manière générale à une démarche qui est la nôtre aussi, qui est une démarche de rassemblement. Aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron a su fédérer les forces mondialistes venant d'horizons assez différents. À nous, et c'est le sens aussi du changement de nom de notre mouvement qui a eu lieu il y a maintenant 1 an et demi, à nous de rassembler pour constituer cette grande alternative à Emmanuel Macron, parce que les Français souffrent aujourd'hui de la politique qu'il mène et espèrent qu'en 2022, il puisse être remplacé à la tête de l'État. Mais donc si vous recevez cette invitation formelle, vous y rendrez, ou bien il y a une pression de Marine Le Pen pour ne pas y aller ? Non, il n'y a aucune pression. Je verrai ce que je fais dans les prochains jours, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que voilà, ce sont des initiatives elles sont parfois présentées de manière polémique comme contradictoires ou en tout cas concurrentes de notre action électorale. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas une concurrente aujourd'hui. Non, je crois que c'est au contraire très complémentaire. Le RN fait sa rentrée à Fréjus ce week-end, on le disait. On va parler immigration, territoire, insécurité. Qu'est-ce qui sera différent justement parmi ces thèmes de ce qui va être abordé à cette convention de la droite ? Quelle va être la marque spécifique ? Moi, je ne peux pas vous le dire à l'avance. Je pense qu'il y aura un foisonnement intellectuel dans cette convention de la droite avec des sensibilités assez diverses qui s'expriment, et tant mieux. Ce que je peux vous dire en tout cas à Fréjus, c'est que ce sera la rentrée politique du Rassemblement national. Nous sommes focalisés vers la prochaine échéance, les élections municipales. Nous avons à la fois un bilan à défendre, les municipalités du Rassemblement national, les impôts ont baissé, la sécurité a été améliorée, la dette a diminué, les investissements ont été maintenus, les gaspillages ont cessé, donc un bon bilan. Et je pense qu'on peut gagner beaucoup de villes. Je pense que la recomposition politique, enclenchée en 2017, confirmée aux européennes en 2019, va aussi connaître son application en quelque sorte dans ce cycle des élections locales avec des bouleversements importants. Quelles sont vos ambitions au fond pour ces municipales ? Aujourd'hui, vous détenez en gros une dizaine de villes. Quels sont vos objectifs ? Ce serait un peu prématuré, 6 mois avant l'échéance, de faire des prédictions chiffrées. Mais ce que je crois, c'est que nous pouvons d'abord conserver les villes acquises, gagnées en 2014. C'est modeste. Et ensuite, non mais pas seulement. Et ensuite, nous pouvons en conquérir beaucoup d'autres. Nous pouvons aussi avoir
consolider notre implantation, notre maillage territorial de manière générale, avoir beaucoup d'élus, parfois dans l'opposition, et aussi gagner des villes. Je citais Perpignan tout à l'heure, mais il y en a un certain nombre d'autres qui sont, à mon avis, gagnables. Et on l'a vu d'ailleurs dans les résultats des européennes, des endroits où le Rassemblement national a rassemblé 30, 35, 40% des électeurs. Il faudra compter avec nous. Nous serons présents. Encore une fois, le but, c'est pas... Vous serez présent, alors pas partout. À Paris, vous venez de décider de soutenir Serge Federbusch, qui est un candidat indépendant, plutôt que d'investir votre propre candidat. Est-ce que c'est pas un peu gênant quand on se revendique premier parti de France de ne pas être présent dans la capitale? Non, on sera présent. De ne pas présenter de candidat sous votre propre étiquette. C'est le sens du rassemblement. Vous savez, quand nous avons accueilli des personnalités qui ne sont pas du Rassemblement national sur notre liste européenne, qu'on a fait élire député européen, d'ailleurs, je pense à des personnalités comme Thierry Mariani, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, comme Jean-Paul Garot, qui est un ancien député LR, on montre aussi notre capacité à s'ouvrir. Et à Paris, c'est un symbole, c'est la capitale. Le fait de soutenir un candidat qui n'est pas directement issu de nos rangs, mais qui aura dans ses candidats, dans les têtes de liste d'arrondissement, dans les colistiers, beaucoup évidemment d'adhérents, de cadres du Rassemblement national, une liste qui sera soutenue par le Rassemblement national. On sait qu'à Paris, vous faites en général pas vos plus gros scores, pour utiliser un euphémisme. Est-ce que ne pas présenter un candidat directement sous l'étiquette RN, c'est pas prendre un petit peu de distance avec ce score qui sera moins bon que la moyenne? C'est d'abord une volonté de rassembler, et puis c'est vrai que pour des raisons de sociologie, Paris et un certain nombre d'autres grandes villes sont peut-être plus difficiles pour nous, mais comment dire, je pense que c'est une situation qui n'est pas irréversible. Je pense qu'il y a aussi parmi ceux qui habitent dans les grandes villes beaucoup de personnes qui peut-être risquent d'être les prochains sur la liste de ceux qui sont déclassés dans notre pays et qui ont aussi des vraies préoccupations sur le logement, sur l'insécurité, sur la fiscalité aussi, qui est très élevée dans certaines grandes villes. Voilà, les réponses du Rassemblement national s'adressent aussi à ses électrices et à ses électeurs. Un dernier mot, puisqu'on parle de Paris et de sa région. Les Franciliens vont vivre demain une journée de galère. Les agents de la RATP feront massivement grève pour défendre leur régime spécial. C'est une sorte d'avertissement avant la grande réforme des retraites. L'an dernier, vous aviez soutenu la grève des cheminots au moment de la réforme de la SNCF. Est-ce que là aussi, vous allez encourager ce mouvement? Ce que nous avons dit l'an passé, c'est que nous avons surtout critiqué la réforme de la SNCF qui aboutit finalement à démanteler le service public du rail. Et sur celle-là, alors qui va avec à la clé, aboutir sans doute, à la disparition des régimes spéciaux du coût pour les usagers. Nous ne soutenons pas toutes les revendications, loin s'en faut, des syndicats, dont on sait aujourd'hui que très souvent, eh bien, ça correspond à des intérêts catégoriels, des intérêts corporatifs, des intérêts d'une petite catégorie qui n'est pas du tout à l'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est le problème des syndicats dans notre pays, d'une manière générale, qui sont finalement fort peu représentatifs. Et il n'y a pas, je crois qu'il y a moins de 6% des Français qui se reconnaissent dans les syndicats aujourd'hui. Mais ça veut dire donc que sur cet axe-là de la réforme des retraites qui consiste à introduire de l'équité en supprimant ces règles qui permettent à certains de partir à 52, 57 ans. Ça, au moins sur cet aspect-là, c'est quelque chose que vous soutenez? Il y a évidemment un certain nombre de régimes spéciaux de retraite qui n'ont plus aucune justification, soyons clairs. Mais donc cette remise à plat, nous y sommes favorables. Il y a certains régimes spéciaux qu'il faudrait maintenir, qui sont toujours justifiés. Quoi, par exemple? Je pense par exemple à celui qui concerne les marins-pêcheurs. Moi, je suis élu en Normandie. C'est une profession que je connais bien. Il est évident que quand on est marin-pêcheur, souvent qu'on travaille depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, eh bien, on ne va pas travailler, compte tenu de la dureté du métier, jusqu'à 62, 64, 66 ans. Ça ne me semble pas du tout raisonnable. Mais d'une manière générale, ce que je trouve très inquiétant dans cette réforme annoncée par Emmanuel Macron, c'est le détricotage, le démantèlement finalement du modèle de retraite par répartition, avec toujours cette idée qu'on peut trouver un équilibre uniquement par une augmentation de la durée de cotisation et aussi, même s'ils ne le disent pas, à mon avis, par une volonté de baisser le montant des pensions, alors que les deux leviers principaux qui permettent d'équilibrer notre système de retraite, c'est l'emploi et la natalité. Dans un contexte de chômage de masse, si vous augmentez la durée de cotisation, eh bien, ce que vous gagnez sur les retraites, vous le perdez sur le chômage. Merci beaucoup, Nicolas Bay.